Kaido est un aventurier de niveau 1, passant ses journées à se faire malmener par de faibles slimes. Mais tout bascule quand il débloque une déesse mamie de rang S qui lui confère une puissance illimitée, faisant de lui l'aventurier le plus redoutable qui soit. Tout débute au premier étage du donjon où Kaido, fidèle à ses habitudes, s'échine à combattre des slimes, trop faiblards pour passer à l'étage supérieur. Après avoir enfin terrassé son millième spécimen, il repère un rare slim doré et l'attaque sans hésiter avec son insecticide de chez Temu. Il finit par le terrasser, mais en s'approchant pour récupérer son noyau, il est sidéré de découvrir une étrange carte ornée d'une mannequin à la poitrine plus que généreuse. En consultant ses statistiques, il comprend qu'il s'agit d'une carte de serviteur, capable d'invoquer une déesse mythique nommée Sylphie. Fou de joie, Kaido fonce à la réception pour s'enquérir de sa valeur. Quand la réceptionniste lui révèle qu'elle vaudrait $1 milliard à la vente, Kaido manque de s'effondrer sur place. Le soir même, chez lui, il hésite, invoquer la déesse pour gagner en puissance ou vendre la carte et devenir un nabab. Incapable de trancher, il décide de laisser la nuit lui porter conseil. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Kaido croise Haruka à son coup de cœur d'enfance. Alors qu'il marche, il rumine sur ces années où il n'a jamais réussi à la séduire, se considérant comme un bêta-malais bon à rien. Il prend alors la décision de devenir plus fort. Quelques heures plus tard, en pénétrant dans le donjon, Kaido se décide à utiliser la carte pour monter en niveau, bien déterminé à devenir le plus grand des aventuriers. Au moment d'invoquer la déesse mythique, il est submergé par un cercle magique lumineux et l'instant d'après, une maman éphémère et généreusement dotée apparaît avant de s'évanouir. Perplexe, Kaido scrute les environs, se demandant ce diable venait de se produire. Mais en baissant les yeux, il aperçoit Sylphie, juste à côté de lui. Constatant qu'elle ressemble à une petite chose chétive, Kaido est aussitôt envahi par un regret cuisant de ne pas avoir simplement vendu la carte. Mais après s'être ressaisi, il se résigne à poursuivre sa chasse au slime, accompagné de sa petite acolyte. Cependant, quand Sylphie prétend pouvoir localiser précisément chaque slime des environs, Kaido accepte de la suivre. Arrivés sur place, ils aperçoivent un unique slime tranquillement vautré là. Kaido y voit l'occasion rêvée de tester les pouvoirs de Sylphie. Il lui ordonne donc de vaincre le slime et reste absolument sidéré quand elle invoque une terrifiante foudre divine qui non seulement grille le slime, mais ébranle aussi les fondations même du donjon. Peu après, Sylphie commence à se plaindre de faim, puis désigne du doigt le noyau de slime au sol, signifiant clairement qu'elle veut le dévorer. En lui donnant le noyau, Kaido comprend enfin. Chaque fois que Sylphie utilise son pouvoir, elle a faim et doit être nourrie d'un noyau, autant dire qu'il va finir sur la paille s'il continue à la gaver de la sorte. Il décide donc de se fier à son insecticide, tandis que Sylphie le guide vers les cachettes des slimes, Kaido les anéantit un par un avec son spray. À la fin de la journée, il monte enfin de niveau et décroche même le titre de tueur de slime, ce qui booste toutes ses statistiques de 50%. Fort de cet exploit, Kaido décide d'en rester là pour la journée, mais voyant Sylphie s'attrister, il lui promet de la réinvoquer, puis la scelle de nouveau dans la carte. Quelques heures plus tard, après avoir échangé les noyaux, Kaido rentre chez lui. Allongé dans son lit, il repense à Sylphie et à la puissance incroyable de cette petite chose. C'est alors qu'il réalise, avec une alliée aussi puissante à ses côtés, il peut enfin s'aventurer au deuxième étage, celui qu'il redoutait depuis toujours. Ainsi, tôt le lendemain matin, Kaido retourne au donjon avec Sylphie, fin prêt à affronter sa plus grande hantise. Les gobelins du deuxième étage. En arrivant, Sylphie remarque Kaido trembler comme une feuille. Quand elle lui demande ce qui ne va pas, Kaido, paniqué, prétend que tout va bien. Mais Sylphie voit bien que cette mauviette apeurée tremble de tous ses membres. Elle lui prend alors les mains et tente de le rassurer. Finalement, ça fonctionne et Kaido la remercie. Mais soudain, Sylphie détecte un gobelin tout près et lui indique la direction de l'ennemi. Cependant, au lieu d'attaquer, Kaido prend ses jambes à son cou et s'enfuit du deuxième étage. Mais il s'arrête net en se remémorant son rêve de devenir un héros et décide de prendre son courage à deux mains. Après que Sylphie l'ait guidé jusqu'au gobelin, elle tente d'attaquer, mais Kaido s'interpose, refusant qu'une fille mène ses combats. Déterminé à prouver sa valeur, Kaido se jette sur le gobelin, mais alors qu'il attaque avec sa pauvre épée en bois, il se vautre lamentablement et manque de se faire déchiqueter par le monstre. Durant l'échange, le gobelin fait voler son épée, ce qui fait trébucher Kaido et le projette au sol. Mais alors que le monstre charge en plein vol pour l'achever, Kaido dégaine son insecticide et aveugle temporairement le gobelin avec sa brume toxique. Saisissant l'opportunité, Kaido ramasse son épée et attaque de nouveau, espérant enfin porter un coup. Mais ce pauvre Nigo trébuche sur une pierre et, dans sa chute, parvient miraculeusement à poignarder le gobelin. Le noyau du gobelin tombe et alors que Kaido le ramasse, une lueur dorée émane de lui faisant comprendre qu'il vient de monter de niveau. En consultant ses statistiques, il découvre avoir acquis une nouvelle compétence, tueur de gobelins temporaire. Celle-ci est exclusivement octroyée à ceux qui terrassent un gobelin en solo et augmentent toutes leurs stats de 10% lors des combats contre ces créatures. Excité et plein d'assurance, Kaido décide de s'aventurer plus profondément au deuxième étage. Avec l'aide de Sylphie, il terrasse son deuxième gobelin en un clin d'œil. Quelques minutes plus tard, Kaido élimine d'autres gobelins, ce qui fait monter son adrénaline en flèche. S'enfonçant davantage, il se retrouve face à un gobelin encore plus redoutable.
Mais cette fois, Sylphie invoque sa foudre dévastatrice, réduisant le gobelin en miettes. Mais comme à son habitude, la déesse de poche a faim après chaque attaque, forçant Kaido à lui donner le noyau du gobelin. Plus tard, en classe, Kaido raconte à ses deux amis bons à rien, Shinji et Hayato, ses nouvelles aventures au deuxième étage, expliquant qu'il ne chasse plus les slimes, mais les gobelins. Les deux crétins sont sincèrement impressionnés par sa bravoure, mais Kaido les sidère encore plus en révélant qu'il compte désormais s'aventurer dans des niveaux encore plus profonds. Au fil des semaines suivantes, Kaido passe tout son temps à farmer au deuxième étage, et avec l'aide précieuse de Sylphie, il terrasse plus de gobelins que jamais auparavant. Après avoir amassé suffisamment d'argent, Kaido améliore son arsenal en s'offrant une tige de tungstène. Grâce à cette arme robuste, il inflige bien plus de dégâts aux gobelins et finit par atteindre le niveau 10, ce qui lui confère une capacité spéciale, la bénédiction divine. C'est un don réservé aux chouchous des dieux qui augmente considérablement les statistiques de l'utilisateur, mais l'ampleur de ce boost dépend de l'amour divin. Kaido comprend aussitôt que cette compétence surpuissante doit être liée d'une façon ou d'une autre à Sylphie. Alors, pour l'activer, Kaido tente de riser Sylphie en lui promettant de renifler son aisselle et de l'étouffer avec sa charge. Et pendant un bref instant, la petite gremlin coquine est prête à ouvrir les vannes, mais ils sont soudainement interrompus par l'apparition d'un rare squelette lumineux, prêt à attaquer. Kaido suppose que la présence d'un monstre si rare est un effet indirect de la bénédiction de Sylphie. Mais alors que le squelette charge, Sylphie érige une barrière divine pour les protéger. De l'intérieur, Kaido tente de frapper le squelette, mais sa tige de tungstène n'a absolument aucun effet, le laissant pantois. Paniqué, Kaido ordonne à Sylphie d'attaquer avec sa magie de foudre. Elle obéit, pulvérisant le monstre squelettique avec une décharge électrique à haute tension. Alors que le monstre s'évanouit, il laisse derrière lui un rare noyau rouge vif que Kaido ramasse, persuadé que c'est un précieux noyau magique. Mais quand la naine commence à se plaindre de faim après avoir utilisé ses pouvoirs, Kaido n'a d'autre choix que de le lui donner. Cependant, plus tard, en apprenant de la réceptionniste qu'un noyau magique rouge se vendrait jusqu'à 2 millions de dollars, Kaido manque de s'évanouir, réalisant que la petite gloutonne vient de dévorer sa pension de retraite. Toute la nuit, il n'a pas fermé l'œil, obsédé par l'idée qu'il aurait pu être millionnaire. Le lendemain, dans le donjon, il annonce à Sylphie qu'à partir de maintenant, il souhaite combattre seul. Sylphie panique, croyant que son maître n'a plus besoin d'elle, mais Kaido la rassure, ce n'est absolument pas le cas. Il lui explique qu'il envisage de s'aventurer au 3e étage et que s'il continue de dépendre d'elle pour tous ses combats, il deviendrait encore plus bon à rien qu'il ne l'est déjà. Soudain, Sylphie détecte un monstre tout près et l'instant d'après, un gobelin surgit devant eux. Y voyant l'occasion rêver d'affirmer son indépendance, Kaido attaque le gobelin de toutes ses forces, mais se fait rosser comme un malpropre. N'ayant d'autre choix, il dépense toutes ses économies pour acheter de coûteuses potions de guérison à la réceptionniste. Maintenant fauché comme les blés, Kaido se creuse la tête pour trouver un moyen d'amasser de l'argent, acheter plus de potions, de l'équipement et surtout faire le plein de noyaux magiques pour Sylphie. Pour ce faire, Kaido retourne à la case départ et le lendemain entre au 1er étage pour farmer un maximum de slime. Après avoir récolté suffisamment de noyaux de mana pour s'équiper et assurer les provisions de Sylphie pour un bon bout de temps, Kaido décide de tenter le 3e étage. Mais Sylphie l'arrête net, révélant qu'elle perçoit une étrange aura tout près. Arrivé à la source, Kaido est sidéré de découvrir un autre rare slime argenté et passe aussitôt à l'action. Il attaque le slime avec son insecticide, mais se montrant trop inefficace pour le vaincre, Sylphie intervient et l'élimine d'un coup de sa puissante foudre. Une fois la poussière retombée, Kaido trouve une autre carte de serviteur laissée par le slime argenté, mais en regardant Sylphie, il la voit visiblement contrariée. En analysant la carte, il découvre qu'elle peut invoquer un démon nommé Lucheria et se demande s'il est vraiment prudent de le faire. Mais réalisant que c'était peut-être sa chance de mettre la main sur une vraie démone plantureuse, Kaido décide d'invoquer Lucheria. L'instant d'après, il est submergé par une intense lumière rouge. De cette lumière, une immense créature démoniaque apparaît sous sa forme éphémère et en traversant Kaido, elle s'évanouit. Comme lorsqu'il invoque Sylphie, Kaido baisse les yeux pour ne trouver qu'une démone chétive fine comme un cure-dent au regard froid et malicieux. La petite sorcière démoniaque se présente comme Lucheria. Mais à cet instant, Kaido, voyant son rêve de mettre la main sur une démone bien en chair s'effondrer, s'écroule au sol, désespéré. Quand Lucheria lui demande s'il est son maître, Kaido confirme et se présente, mais Lucheria se met aussitôt à le dénigrer, affirmant qu'il a l'air d'un petit fragile qui se fait encore pipi dessus. Sylphie, tapie derrière Kaido, effrayée par la petite sorcière, réprimande aussitôt Lucheria pour son manque de respect envers leur maître. Mais Lucheria explique que tous les démons ont la langue bien pendue, donc elle ne devrait pas le prendre personnellement. Sylphie se sent apaisée après ces mots et se présente, mais soudain le 6e sens de Sylphie picote, les alertant d'un monstre tout proche. Arrivés sur les lieux, ils aperçoivent un slime solitaire. Lucheria décide alors sans attendre de montrer de quoi elle est capable.
Elle invoque un trident infernal et déchaîne un feu des enfers qui réduit le Slim en cendres. Sa puissance écrasante laisse Kaido et Sylphie bouche bée. Mais après cette terrifiante démonstration, Luceria exige aussitôt que Kaido lui donne le noyau de mana à dévorer. Elle mâche sans réfléchir puis en réclame davantage, mais Kaido refuse de lui en donner tant qu'elle n'aura pas gagné sa pitance. À contre-cœur, Luceria obéit. Le monstre suivant qu'il rencontre, elle l'abat avec son souffle corrosif qui désintègre le gobelin en une flaque de liquide putride. Luceria réclame alors d'autres noyaux. Une fois nourrie par Kaido, elle s'excite et fonce vers le 3e étage pour y vaincre plus de monstres. Mais Kaido l'arrête, la mettant en garde contre les dangers de cet étage. Il lui explique que les monstres y attaquent en groupe et suggère d'y aller le lendemain. Le lendemain, dans le donjon, c'est la même rengaine. Luceria rôtit les monstres et réclame ses noyaux à dévorer. Chaque fois que Kaido la nourrit comme un simp, Sylphie devient jalouse, mais elle préfère ne rien laisser paraître. Kaido finit par remarquer la mine sombre de Sylphie chaque fois qu'il donne un noyau à Luceria. Quand il lui demande si quelque chose ne va pas, Sylphie change timidement de sujet, prétendant sentir d'autres chiens de l'enfer tout près. Kaido sent bien que quelque chose cloche, mais il ne parvient pas à mettre le doigt dessus, étant un vierge naïf et totalement dénué de perspicacité féminine. Le lendemain matin, en se rendant à l'école, Kaido croise Haruka et ils font le chemin ensemble. En chemin, Haruka remarque que quelque chose tracasse Kaido. Quand elle lui demande ce qui ne va pas, Kaido décide de solliciter son avis sur le problème qu'il rencontre avec Sylphie sans pour autant lui révéler la vérité. Au lieu de ça, il invente un ami imaginaire qui aurait 2 petites amies aux personnalités très différentes et demande comment cet ami pourrait bien s'entendre avec elle. Haruka lui conseille alors de simplement en discuter avec les filles. Suivant ce conseil, Kaido entre dans le donjon plus tard et n'invoque que Sylphie pour une discussion privée sur ce qui la tracasse. Sylphie semble gênée et réticente à aborder un sujet si délicat, mais quand Kaido lui promet de la laisser sauter sur sa baguette comme bon lui semble, la petite coquine accepte enfin. Le cœur lourd, elle avoue être effectivement jalouse chaque fois qu'elle voit Kaido simper devant Luceria et qu'elle aimerait elle aussi gober ses billes, comme Luceria. Kaido tente de nier, mais Sylphie, furieuse, le traite de tricheur et confesse qu'elle aimerait être choyée, elle aussi. Voyant sa réaction, Kaido comprend enfin que Sylphie est simplement jalouse. Il accepte donc de la choyer davantage, ce qui la ravit. Ainsi, après chaque monstre vaincu ce jour-là, Kaido donne à Luceria et à Sylphie le même nombre de noyaux à grignoter. Il les couvre également de louanges, ce qui pour l'instant apaise les tensions qui pesaient sur la synergie de l'équipe. Sylphie peut désormais affronter plus de monstres. Après avoir terrassé des sangliers, elle monte au niveau 2 et ses statistiques augmentent. Grâce à sa puissance accrue, Sylphie peut électrocuter non pas un mais des groupes entiers de chiens de l'enfer, et son bouclier divin dure désormais plus longtemps. Mais qui dit grande puissance dit grand appétit. Au lieu de la ration habituelle d'un seul noyau, l'appétit de Sylphie s'accroît et elle en réclame désormais davantage. Les déesses divines dévorant la majeure partie des noyaux, Kaido se retrouve avec 2 pauvres spécimens à échanger contre de l'argent. Pour refaire le plein, Kaido retourne au donjon un peu plus tard, direction le 1er étage pour farmer des slimes. Après en avoir éliminé la plupart, il tombe sur un slime d'un genre particulier. Excité à l'idée d'invoquer une autre petite bombe venue d'on ne sait où, Kaido rallie aussitôt ses épouses Roblox pour l'aider à vaincre ce rare Slim. Les filles acceptent, et travaillant ensemble pour la première fois, elles combinent leur foudre et leur feu des enfers pour déchaîner une explosion massive qui anéantit le Slim d'un seul coup. Quand la fumée se dissipe, Kaido se précipite pour ramasser la carte de serviteur, mais est sidéré de découvrir qu'il s'agit en fait d'un orbe magique. Cet orbe confère des pouvoirs magiques à son utilisateur, alors Kaido décide de l'utiliser plutôt que de le vendre. En le brisant au sol, une aura bleue l'envahit. Quand il vérifie ses statistiques, il réalise qu'il a été béni par la magie de l'eau. Impatient de tester ses nouveaux pouvoirs, Kaido entre au 3e étage avec Sylphie et Luceria. Quand il rencontre d'un chien de l'enfer, Sylphie érige une barrière divine, offrant à Kaido l'occasion de tester ses talents d'aquamancien sur le monstre. Kaido lance une boule d'eau sur le chien de l'enfer, mais son misérable jet d'eau ne fait que rafraîchir le visage de la bête et l'irriter davantage. Le monstre lance alors une attaque aérienne contre Kaido, mais Luceria s'interpose pour rôtir la créature avec son feu dévorant. La bataille est terminée, Kaido se sent comme un protagoniste bon à rien, mais ses petites waifus l'encouragent à ne pas abandonner sa maîtrise de l'eau. Plus tard, cette nuit-là, Kaido, toujours rongé par l'échec, est au parc, perdu dans ses pensées, quand Haruka surgit soudainement et lui demande ce qu'il fait là, tout seul. Kaido laisse échapper par mégarde qu'il s'inquiète pour sa magie, mais couvre aussitôt le tout d'un mensonge, prétendant réfléchir à un film de princesse enchantée. En raccompagnant Haruka, Kaido la remercie pour ses conseils, mais l'idiot lui révèle par erreur qu'il a réussi à résoudre le problème avec ses petites amies.
Haruka est sidéré d'entendre ça et lui rappelle qu'il avait dit que le conseil était pour un ami. Mais Kaido, réalisant sa gaffe, ment de nouveau pour se rattraper, affirmant que c'était bien pour un ami. Haruka hoche la tête et après lui avoir souhaité bonne nuit, Kaido a le sentiment qu'elle pourrait être jalouse, tout comme Sylphie l'était. Mais il écarte vite cette idée et rentre chez lui. Pendant le week-end, Kaido s'entraîne à sa maîtrise de l'eau. Mais après plusieurs tentatives lamentables, il réalise qu'utiliser la magie de l'eau draine non seulement son mana, mais aussi sa force. Cependant, en se remémorant le père d'Haruka et l'aventurier hors pair qu'il était, Kaido décide de ne pas baisser les bras. Chaque jour, il se rend donc au donjon pour s'entraîner et bientôt sa magie commence à s'améliorer, même si cela l'épuise. Après des heures d'entraînement ce jour-là, Kaido, complètement vidé, se traîne péniblement hors du donjon. Mais au moment d'ouvrir la porte de sortie, il trébuche, manque de tomber, mais est amorti par la poitrine généreuse d'une jeune femme. Kaido s'excuse aussitôt de l'avoir bousculé, mais la fille, nommée Eiri, remarquant que Kaido a l'air d'une mangue desséchée, lui assure que ce n'est rien. Le lendemain en classe, Kaido s'endort. Épuisé par son entraînement intensif au donjon, la professeure, furieuse, le réprimande, le traitant de seul cancre de la classe. Pendant la pause déjeuner, Haruka tombe par hasard sur une conversation où Kaido se vante fièrement auprès de ses potes de son entraînement au donjon. Quand elle lui demande s'il s'entraîne au donjon, Kaido nie aussitôt et prétend parler de ses cours de danse. Étrangement, la jeune fille un peu simplette le croit et lui conseille de ne pas trop forcer. Peu de temps après, Kaido retourne au donjon avec ses déesses de poche. Utilisant sa magie de l'eau désormais perfectionnée, il élimine un gobelin au 3e étage. Il est ravi de ses progrès mais réalise alors que depuis un moment, il ne gagne plus de niveau à cet étage. Faute d'expérience suffisante, il suggère donc de s'aventurer au 4e. Après avoir brillamment nettoyé le 4e étage, Sylphie perçoit aussitôt une présence bien plus sinistre près de l'entrée du 5e. Soudain, ils aperçoivent un monstre insecte géant. Tandis que Kaido, distrait, mate des photos coquines sur son téléphone, les filles passent à l'action pour neutraliser la bête avant qu'elle ne fasse de dégâts. Pour récompenser les filles de leur réactivité, Kaido leur offre les noyaux noirs récoltés après avoir vaincu les monstres du 4e étage. Au début, Luceria refuse de manger, se plaignant que le noyau a un goût de jus d'égout. Mais comme c'est une vraie gloutonne, elle finit par accepter à contre-cœur. Alors qu'il s'enfonce davantage dans le 5e étage, Sylphie détecte soudain une puissante présence à l'intérieur des murs du donjon. Pour en avoir le cœur net, elle fait exploser la paroi avec sa foudre. Une fois la poussière retombée, un passage secret se révèle. S'engouffrant à l'intérieur sans savoir que l'endroit est truffé de pièges, Kaido manque de peu de rejoindre Tupac dans l'au-delà après avoir été attaqué. Heureusement, son costume en vibranium le sauve in extremis. Peu après, ils arrivent devant une porte gigantesque que Kaido tente d'ouvrir de toutes ses forces, mais comme il est aussi faible qu'une mauviette, Sylphie la fait exploser sans effort. En pénétrant à l'intérieur, Sylphie signale qu'elle perçoit une présence encore plus puissante tapie au plus profond. Soudain, ils aperçoivent un ogre baraqué et un slim géant devant eux. Kaito propose aussitôt de s'occuper de l'ogre. Les filles sont d'accord, alors, unissant leurs pouvoirs, elles déclenchent une explosion dévastatrice sur la créature. Mais quand la poussière retombe, à leur grande surprise, l'ogre est toujours là, indemne. Alors qu'il attaque furieusement, Sophie érige sa barrière divine pour dévier son coup. Mais de l'intérieur, Kaito tire une flèche qui transperce la cuisse de l'ogre. Il comprend alors que la magie n'a aucun effet sur ce gros balèze, mais les attaques physiques, oui. Il vise l'ogre et lui envoie une pluie de flèches. Pendant ce temps, Luceria affronte le slim géant, mais ses attaques magiques sont trop faibles pour en venir à bout. L'ogre fracasse le bouclier avec sa massue colossale et Kaido finit par manquer de flèches. Alors qu'il réfléchit à toute vitesse à quoi faire, il se souvient du bracelet intégré à son armure qui améliore les sorts magiques. Il décide de lui faire confiance et quand il invoque sa boule d'eau, elle se condense en glace. Quand Kaido attaque l'ogre avec la boule de glace, ça lui inflige des dégâts mortels, vidant sa barre de vie. Craignant de manquer de mana à tout moment, Kaido commence à réfléchir à un moyen de rendre son attaque encore plus puissante. Alors, mettant à profit son expérience d'entraînement, Kaido parvient à modifier la forme de la boule de glace en une épée de glace, et quand il la tire sur l'ogre, chaque coup porte un coup brutal et finalement l'ogre est anéanti. Excité et désormais plus confiant en ses capacités, Kaido décide d'aider Luceria avec le slime géant. Il utilise d'abord son bouclier pour empêcher le slime d'avancer vers les filles, puis sort son spray anti-insecte. Après tout, un slime, ça reste un slime même s'il a pris des stéroïdes. Sylphie l'enveloppe dans son bouclier divin et avec cette protection, Kaido sort avec assurance tous les sprays anti-insectes de son sac à dos. Alors qu'il vaporise la brume empoisonnée, la barre de vie du slime diminue jusqu'à 0 et la créature disparaît. Excité par la victoire, Sylphie et Luceria câlinent joyeusement Kaido, ce qui fait monter tout son sang là où il ne faut pas. Soudain, Luceria commence à émettre une lumière dorée et quand Kaido vérifie ses stats, il réalise qu'elle a monté de niveau, ce qui la rend folle de joie.
Kaido vérifie aussi ses stats et découvre que son niveau est passé au niveau 15, ce qui le rend très fier. Sylphie suggère ensuite de récupérer les noyaux des monstres qui l'ont vaincu. Alors Kaido ramasse le noyau rouge laissé par l'ogre. Et pour le slime, au lieu d'un noyau, il trouve un petit couteau à steak, ce qui le laisse perplexe. Après avoir quitté le donjon, Kaido rencontre la réceptionniste pour échanger le noyau rouge. Au passage, elle lui demande s'il serait prêt à participer à un événement où les explorateurs forment des groupes pour enquêter sur le 7e étage. Kaido accepte avec enthousiasme. Le lendemain à l'école, Kaido se vante auprès de ses deux amis losers d'avoir été invité à une fête avec d'autres aventuriers d'élite. Mais comme d'habitude, alors qu'ils papotent, Haruka les interrompt après avoir entendu Kaido parler d'une fête. Quand elle pose la question, Kaido détourne immédiatement ses propos, disant qu'il parlait d'une soirée dansante. Haruka croit instantanément son mensonge et en s'éloignant, elle laisse entendre qu'elle aimerait bien que Kaito l'invite à la fête. Le jour de l'événement des explorateurs arrive enfin et Kaito, prêt à se mêler aux autres aventuriers, se présente dans son plus beau costume. Mais soudain, une voix l'interpelle derrière lui. Quand il se retourne, il voit les super nanas, Eiri, Miku et Akaren qui l'invitent à rejoindre leur groupe. Kaito accepte et ensemble, ils utilisent le cercle de téléportation à la porte de transfert pour se diriger directement vers l'entrée du 7e étage. En entrant, ils aperçoivent un employé de la guilde qui les informe que l'événement ne doit durer que 3 heures. Au niveau des escaliers menant plus profondément dans le 7e étage, ils remarquent une supérette mobile où les aventuriers peuvent acheter des provisions. Kaido commence immédiatement à faire le plein de son habituel spray anti-insectes, mais quand il réalise que les filles n'achètent rien, il demande si elles ne sont pas un peu mal préparées. En réponse, Eri lui montre un sac magique contenant tout ce dont elles ont besoin et qu'elles portent toutes les 3. Kaito est choqué car le prix d'un seul sac magique coûte plus cher que toutes les économies de sa famille réunies. Il réalise alors que ces 3 nanas doivent être blindées de thunes, contrairement à un pauvre comme lui qui ne peut même pas s'offrir une coupe de cheveux décente. Maintenant armée de tout l'équipement nécessaire, l'équipe se prépare à affronter les monstres du 7e étage et s'enfonce plus profondément. Après avoir marché un moment, ils sont soudainement attaqués par un golem de pierre monstrueux. Eiri prend immédiatement les rênes en tant que leader de l'équipe et commence à donner des ordres. Mais avant que quiconque ne puisse agir, Eiri prouve qu'elle n'est pas une petite joueuse en affrontant le golem en solo et en le battant. Kaido est émerveillé par la force d'Eiri, mais avant qu'il ne puisse se détendre, un golem de bronze approche soudainement prêt à attaquer. Sur l'ordre d'Eiri, Ikorin, la mage de l'équipe, lance un puissant sort appelé Vague de terre, créant des sables mouvants autour du monstre et le piégeant sur place. Miku enchaîne en sortant sa carte de serviteur et en invoquant une bête féline divine qui déchaîne une puissante onde supersonique sur le golem. Eiri ordonne ensuite à Ikaren de bombarder le golem avec une énorme boule de feu et une fois que ça touche, elle termine l'attaque en tranchant le monstre en deux avec sa lance, l'éliminant instantanément. Pendant ce temps, Kaido, qui a été complètement inutile, regarde les filles se battre avec admiration, mais juste à ce moment-là, un autre type de golem, un golem de fer, surgit de nulle part. Désespéré de ne pas être éclipsé, Kaido attaque immédiatement en tirant une flèche sur le monstre, mais l'armure résistante du golem la dévie sans effort. Eri essaie ensuite d'abattre le géant avec une attaque aérienne, mais même sa lance ne peut pas pénétrer l'armure du golem. Ikurin enchaîne avec une énorme boule de feu, et quand cela s'avère inefficace, Miku invoque à nouveau son chat divin, attaquant avec un son supersonique. Pourtant, le golem est tout simplement trop puissant pour les super nanas. Alors que la panique s'installe, Kaido se souvient soudain de Sylphie et Luceria. Mais quand il cherche leur carte d'invocation, le couteau à steak qu'il a récupéré il y a quelques jours glisse de son sac et tombe au sol. Fixant le couteau, Kaido se souvient instantanément d'avoir fait des recherches dessus quelques jours plus tôt et d'avoir découvert que c'était une lame puissante capable d'infliger n'importe quel niveau de dégâts qu'il pouvait imaginer à un ennemi. Avec ça en tête, Kaido demande immédiatement à Ikurin de piéger le golem dans ses sables mouvants et quand elle le fait, il demande à Eiri de le couvrir pendant qu'il se faufile derrière le monstre. Pendant qu'Eiri distrait le monstre par l'avant, Kaido charge par derrière et le poignarde avec la lame magique. Il imagine le golem de fer se briser et conformément à son imagination, le golem gonfle avant d'exploser en 1000 morceaux. Les filles sont impressionnées. Alors, après la fin de l'événement d'exploration du donjon, elles déjeunent toutes ensemble et couvrent Kaito de compliments, louant sa petite dague et souhaitant pouvoir faire la fête avec lui. Avant de se séparer, Eiri demande à Kaito s'il aimerait refaire équipe avec elle un de ces jours. Elle explique que leur prochain objectif est d'atteindre le 11e étage et qu'elles aimeraient la voir dans l'équipe. Quand Kaito lui rappelle qu'il fait partie des Brookies dont Andrew Tate aime tant parler, les filles insistent qu'elle se fiche de son statut de pauvre tant que son anaconda reste actif. Même si Kaido n'aimerait rien de plus que de rejoindre ce groupe de bombes avec du potentiel, il se souvient des 2 déesses sans histoire avec qui il explore déjà le donjon et demande un peu de temps pour réfléchir à la proposition. Les filles supposent que Kaido est réticent à bénir leur groupe de sa grosse présence, mais quand Kaido les rassure frénétiquement que ce n'est pas le cas, Eri accepte et lui dit de leur faire part de sa décision une fois qu'il aura fini de réfléchir.
Le lendemain, dans le donjon, Sylphie et Luceria sont furieuses quand elles apprennent que leur maître pourrait les laisser tomber pour un autre groupe. Kaido essaie d'expliquer qu'il n'essaie pas de les larguer, mais les filles ne veulent rien entendre. Le lendemain, en rentrant de l'école, Haruka interroge Kaito sur la soirée dansante qu'il a mentionnée plus tôt et Kaito bégaye nerveusement que ça s'est bien passé. Elle lui demande ensuite s'il est libre ce week-end, mais avant qu'il ne puisse répondre, Haruka l'invite à faire du shopping avec elle. Kaito est choqué, supposant immédiatement qu'elle lui propose un rendez-vous, mais il accepte quand même, ce qui fait sourire Haruka d'excitation. Quand le week-end arrive, Kaito retrouve Haruka chez elle comme le petit ami parfait et ensemble, ils se dirigent vers le centre commercial. Mais soudain, Kaito est distrait par une publicité à la télévision faisant la promotion du donjon et vendant des noyaux de mana. Haruka remarque à quel point Kaito est absorbé par la pub, alors elle l'appelle pour attirer son attention et lui dit d'oublier tout ce qui concerne le donjon pour la journée et de se concentrer sur elle. Kaito accepte timidement et ils passent du temps à se remémorer leurs souvenirs d'enfance. Ensuite, ils partagent un verre ensemble et à la fin de la journée, ils arrivent à la gare pour rentrer chez eux. En attendant le train, Kaido est de nouveau distrait par la pub du donjon et Haruka remarque à quel point il aime profondément cet endroit. Juste à ce moment-là, elle voit une mère berçant un bébé, ce qui remue quelque chose en elle. Alors elle se tourne vers Kaito et lui dit qu'il y a un dernier endroit qu'elle veut visiter. Kaito accepte et Haruka l'emmène devant le bâtiment de la guilde, là où se trouve le donjon. Là, le cœur lourd, elle parle de son père, qu'il a abandonné quand elle était petite pour tenter sa chance dans le donjon mais n'est jamais revenu. Elle essaie ensuite de balayer les souvenirs douloureux et suggère de rentrer chez eux, mais en la regardant marcher devant, Kaido comprend que son père lui manque et c'est exactement pourquoi elle ne veut jamais qu'il aille dans le donjon car elle a peur de le perdre lui aussi. Quelques jours plus tard, dans le donjon, Kaido décide d'essayer une nouvelle attaque offensive. Il combine sa dague magique avec son sort de boule d'eau, créant la lame de glace parfaite qui peut éliminer un golem en un seul coup décisif. Sylphie aborde ensuite leur discussion précédente sur le fait que Kaito voulait les laisser tomber pour rejoindre un nouveau groupe. Elle craint que la raison de son départ soit qu'elles ne travaillent pas assez dur et elle promet désespérément qu'elles feront encore plus d'efforts. Kaido essaie d'expliquer que ce n'est pas la raison, mais Luceria le fait taire, insistant que c'est parce qu'il ne veut plus leur donner de mana shores. Agacée, elle sort son trident du diable et jure de le transformer en sushi, mais Sylphie change soudain d'avis et dit qu'elle soutiendra son harem. En entendant cela, Luceria soupire de frustration mais accepte à contre-cœur de le soutenir aussi. Cependant, elle avertit Kaido de ne pas oublier leur noyau magique, et il est d'accord. Curieuse, Sylphie demande pourquoi Kaido a décidé de rejoindre un autre groupe au lieu de rester avec elle. Kaido explique qu'il veut simplement améliorer ses compétences de combat, car chaque fois qu'il est avec elle, il finit par leur laisser le soin de gérer les batailles. Plus tard, cette nuit-là, Kaido essaie d'appeler Eri pour lui dire qu'il rejoindra son groupe, mais il devient nerveux et ses mains commencent à trembler comme un mixeur rouillé. Soudain, l'appel d'Haruka arrive, et alors que Kaido décroche frénétiquement, elle s'excuse d'appeler si tard et dit qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Mais avant qu'Haruka ne puisse continuer, Kaido l'interrompt, lui demandant si elle connaît des astuces pour soigner l'anxiété. Il ment, affirmant qu'il demande au nom de ses potes, Shinji et Hayato, qui auraient une anxiété sévère et sont trop nerveux pour draguer des filles. Pour l'aider, Haruka raconte une histoire d'il y a des années, quand elle était petite fille, trop nerveuse pour jouer du piano devant un public nombreux. Pour la calmer, son père lui chatouillait doucement la joue et cela apaisait en quelque sorte ses nerfs. Kaido essaie immédiatement l'astuce sur lui-même puis souhaite précipitamment bonne nuit à Haruka sans entendre ce qu'elle voulait réellement lui dire. Pendant ce temps, dans un temple Shaolin, Eri est occupée à perfectionner sa posture en technique de lance quand soudain son téléphone sonne. Elle décroche et c'est Kaido qui l'informe qu'il est intéressé à rejoindre son groupe, mais seulement les week-ends. Eri répond qu'elle est d'accord avec l'arrangement et lui dit de les rejoindre au donjon ce week-end-là. Le week-end arrive et Eri et son équipe avec Kaito sont déjà dans le donjon affrontant un groupe de golems de pierre. Kaido charge en premier, attaquant les golems avec sa lame de glace, tandis qu'Eikurin utilise sa magie pour piéger les monstres dans des sables mouvants. Miku n'est pas en reste, elle invoque Snatch, son chat divin qui déchaîne une explosion supersonique sur les monstres. Travaillant ensemble, ils parviennent à abattre plusieurs golems de pierre, tandis qu'Eri achève le dernier avec une entaille aérienne qui le fend en deux. Les golems vaincus, Eri et les filles félicitent Kaido, impressionnés par la puissance de ses attaques à la lame de glace. Le lendemain, en arrivant au 8e étage, Snatch, le chat de Michu, ouvre la voie. Kaito réalise que, tout comme Sylphie, le chat peut aussi détecter la présence de monstres.
Soudain, Snatch s'arrête et alerte tout le monde, mais avant qu'il ne puisse réagir, un poisson monstrueux jaillit d'une mare et attaque immédiatement Kaito avec un liquide corrosif qui déchiquette son gilet de sauvetage en morceaux, le faisant hurler de douleur pour cette perte tragique. Mais juste à ce moment-là, Miku abat rapidement le monstre en lui tirant une flèche en plein dans la tête avec le bogan que Kaito lui a prêté. Quelques minutes plus tard, Snatch les alerte à nouveau et soudain, de nombreux thons aux dents acérées arrivent en volant de toutes les directions. Eiri manie sa lance sans pitié, abattant plusieurs de ces poissons monstrueux, tandis que Miku utilise le bogan avec précision pour en éliminer d'autres. Ishorin en bombarde quelques-uns avec des boules de feu et Kaito achève le reste avec son pistolet à mana. Quand Kaido manque soudainement de balles de mana, il passe à sa lame de glace pour finir le travail, mais cela draine rapidement ses points de mana, le faisant s'effondrer d'épuisement. Quelques instants plus tard, Kaido se réveille pour trouver sa grosse tête reposant paisiblement sur le milkshake d'Eiri. Il panique comme un puceau et se lève immédiatement pour s'excuser d'être un mâle bêta, seulement pour réaliser que ses points de mana ont entièrement récupéré. Eiri explique qu'elles ont utilisé une potion magique sur lui. Quand Kaido demande pourquoi elle gaspillerait quelque chose d'aussi précieux sur un petit loser poilu comme lui, elle lui dit que c'est parce qu'elle le considère désormais comme un membre de leur groupe. Soudain, Snatch commence à pousser des cris de peur, essayant de les alerter de la présence de quelque chose de bien plus sinistre. À leur horreur, un dinosaure marin monstrueux émerge de l'eau, ce qui pousse Kaito à suggérer immédiatement de prendre la poudre d'escampette. Tout le monde est d'accord, mais alors qu'il sprinte vers la sortie, la bête frappe violemment du pied et l'impact provoque l'effondrement de rochers qui bloquent le chemin, rendant toute évasion impossible. N'ayant pas d'autre choix, Kaido prend les choses en main et suggère de se battre avec tout ce qu'ils ont. Les filles acquiescent avec détermination. Ikarin commence en tentant de piéger le dinosaure dans des sables mouvants, mais elle échoue lamentablement. Miku déchaîne ensuite Snatch, mais ses vibrations supersoniques s'avèrent inutiles contre le monstre colossal. Kaido enchaîne ensuite en poignardant le dinosaure avec sa lame de glace, seulement pour réaliser que cela n'a aucun effet. Au même moment, Eiri lance une attaque aérienne et parvient à poignarder la bête à la tête. Mais cela ne fait que l'enrager, provoquant le dinosaure à se débattre violemment, projetant Eiri dans l'eau et la rendant inconsciente. L'équipe étant complètement submergée par le monstre gigantesque, Kaido, désespéré de sauver leur vie, n'a d'autre choix que d'invoquer ses nombreuses déesses, Sylphie et Lusiria. Dans un magnifique stroboscope de lumière colorée, Sylphie et Lusiria apparaissent. Voyant leur maître en danger, les deux ne perdent pas de temps à combiner leurs pouvoirs pour attaquer le dinosaure. Avec une explosion massive qui secoue le cœur même du donjon, elles éliminent finalement la bête marine et sont soulagées que leur maître soit indemne. Miku et Ikarin commencent immédiatement à s'extasier devant Sylphie et Luceria, tandis qu'Eiri obtient une explication de Kaito. Sylphie et Luceria sont ses servantes. Après avoir quitté le donjon, Eiri invite Kaito à son université pour leur journée portes ouvertes et Kaito accepte d'y assister. La semaine suivante en classe, Kaito parle à Shinji et Hayato de l'événement universitaire d'Eiri auquel il allait assister. Il lui suggère d'y aller avec Haruka. Cependant, quand Kaido essaie d'inviter Haruka, il frôle la crise de nerfs. Alors il se chatouille les joues par erreur pour apaiser son anxiété devant elle. Rassemblant tout son courage, il l'invite enfin, et Haruka accepte avec enthousiasme, rayonnante d'excitation. Peu de temps après, Kaido arrive chez Haruka pour l'emmener à l'événement universitaire d'Ares. Ils montent ensemble dans un train en direction de l'université, mais Kaido est tendu d'être seul avec elle. Heureusement, Shinji et Hayato acceptent aussi de les accompagner, et être en compagnie de ses potes booste en quelque sorte la confiance de Kaido. Quelques heures plus tard, ils arrivent à la porte de la prestigieuse université et sont stupéfaits par l'aspect luxueux de tout le campus. Alors qu'ils se dirigent vers la réception pour rencontrer Eiri, Haruka ne peut s'empêcher de jacasser avec enthousiasme à quel point elle aimerait fréquenter cette université après l'obtention de son diplôme et souhaite que Kaido y aille avec elle. Cela envoie l'imagination de Kaido en sur-régime alors qu'ils s'imaginent tous les deux traversant le campus sous les cerisiers en fleurs. Mais il se sort de sa rêverie, se rappelant qu'il devra étudier dur avant de pouvoir un jour entrer dans un endroit pareil. Quand ils atteignent enfin la réception, ils rencontrent Eiri qui est ravie de voir Kaido. Pourtant, elle aurait préféré qu'il vienne seul car sa véritable intention était d'utiliser l'événement comme excuse pour se rapprocher de lui. D'un autre côté, Shinji et Hayato bavent d'envie rien qu'en voyant à quel point Eiri est magnifique, mais Eiri s'en fiche complètement de ces deux-là car elle n'est intéressée que par Kaito. Quand elle demande qui est Haruka, Kaito la présente comme son amie d'enfance et apprendre qu'ils ne sortent pas ensemble soulage visiblement Eiri. En attendant, Eiri les exhorte à faire une visite de l'université, promettant de les rejoindre plus tard, et ils partent tous avec enthousiasme. Alors qu'ils traversent le bâtiment de l'école, Shinji et Haido, toujours fascinés par Eiri, exigent de savoir où Kaido a réussi à rencontrer une bombe pareille. En essayant d'expliquer, Kaido mentionne accidentellement qu'ils se sont rencontrés dans un donjon, éveillant immédiatement la curiosité d'Haruka. Avant qu'Haruka ne puisse commencer à interroger Kaido à ce sujet, Shinji et Hayato sentent la tension monter et entraînent rapidement Kaido à l'écart pour une discussion sérieuse. Maintenant seuls, ils le mettent en garde de faire attention à ne rien mentionner concernant les donjons autour d'Haruka.
Ils lui rappellent à quel point Haruka est inquiète qu'il explore le donjon et Kaido promet de se tenir à carreau à partir de maintenant. Sur ce, ils continuent la visite de l'université, découvrant l'auditorium immense, les tableaux numériques et la salle de cinéma, tout cela les laissant bouche bée. Pendant une courte pause dans le jardin, Kaido, complètement submergé par l'incroyable université, admet qu'il n'aimerait rien de plus que d'y aller un jour. Mais Hayato rappelle rapidement au Broki que ce n'est qu'un rêve inaccessible et que ses parents usuriers ne pourraient jamais payer les frais de scolarité. Peu après, Ikorin et Miku les rejoignent, et pendant les présentations, elles vendent accidentellement la mèche en révélant qu'elle et Kaido sont des membres de groupes qui vont de temps en temps au donjon. En entendant cela, Haruka commence immédiatement à ressasser tous les mensonges que Kaido lui a racontés pendant des mois, mais juste au moment où Kaido essaie nerveusement de s'expliquer, Eri arrive et suggère qu'ils iraient tous déjeuner à la cafétéria, sauvant momentanément la mise à Kaito. Après le déjeuner, Haruka dit qu'elle veut une autre boisson et demande poliment à Kaito de l'accompagner au stand de boissons. Une fois seuls, Shinji et Hayato en profitent pour draguer lourdement les filles, espérant bien croquer leurs jolies petites joues. Mais juste au moment où la chance leur sourit, Kaito et Haruka reviennent avec les boissons, ruinant tous leurs efforts. Après leur boisson, Eri décide de poursuivre la visite, les menant à l'immense piscine, puis au cours de tennis. En descendant les escaliers pour mieux voir, Ikarin trébuche et manque de tomber, mais Kaido la rattrape à une vitesse folle, stupéfiant tout le monde. Soudain, un gougnol frappe un ballon de foot beaucoup trop fort, et il atterrit en pleine figure de Miku. Mais Kaido réagit instantanément, réalisant un mouvement digne de Shaolin Soccer pour le bloquer et la sauver, laissant tout le monde bouche bée et les filles clairement impressionnées. Après cette journée riche en événements, ils échangent tous leurs coordonnées et pour la toute première fois, Shinji et Hayato ont des numéros de filles dans leur téléphone, ce qui les fait se sentir comme de vrais champions. Dans le train du retour, Shinji et Hayato commencent à s'interroger, débattant laquelle des trois filles ils embrasseraient, avec laquelle ils coucheraient ou qu'ils épouseraient. Hayato dit qu'il coucherait sans pitié avec Eri, embrasserait Miku et épouserait Hikarin, tandis que Shinji affirme qu'il préférerait toutes les trois. Plus tard cette nuit-là, alors que Kaido raccompagne Haruka, elle lui pose la même question. Kaido lui dit qu'il n'y a pas vraiment réfléchi, mais promet de lui faire savoir quand ce sera le cas. Sa réponse, cependant, rend Haruka jalouse, car elle s'attendait à ce qu'il dise qu'il l'embrasserait, coucherait avec elle et l'épouserait. Alors, quand ils arrivent chez elle, elle entre en trombe sans dire bonne nuit, rendant sa jalousie flagrante. Sous la douche, cette nuit-là, Kaito se demande anxieusement ce qui a bien pu contrarier Haruka. Mais il se souvient alors qu'il a un problème plus important à gérer, ces deux déesses Schtroumpfs qu'il a ignorées toute la journée et qui sont probablement furieuses contre lui. Le lendemain, dans le donjon, Sylphie et Luceria exigent une explication de Kaito pour ne pas les avoir invoquées la veille. Kaito explique qu'il a fait une visite universitaire avec Eri et les supplie de ne pas se vexer. Pour les réconforter, Kaito leur offre 3 cœurs chacun, mais elles refusent et insistent pour qu'il leur en donne 100. Alors qu'elles se disputent encore, Kaido aperçoit soudain un slim arc-en-ciel qui s'approche furtivement. Quand il alerte les filles, Luceria réduit le slim en cendres avec colère pour avoir interrompu leur conversation. La jalousie peinte sur leur visage, Sylphie et Luceria reprennent immédiatement la dispute, exigeant leur cœur. Après une brève négociation, Kaido accepte finalement de leur en donner 10 chacun. Quand Kaido vérifie plus tard le butin du slime, au lieu d'un cœur, il trouve un gant appelé le gant de raison qui confère à l'utilisateur des pouvoirs invisibles au prix de ses points de mana. Pour tester cet étrange objet, Kaido et les filles se dirigent vers l'étang du 8e étage. Là, Kaido découvre que la puissance d'attaque du gant seul est faible et insignifiante. Il décide donc de le combiner avec sa dague magique et l'effet d'attaque qui en résulte l'impressionne. Peu après, Eri et les filles rejoignent Kaito dans le donjon, mais leur seule présence fait brûler Sylphie et Luceria de jalousie. Elles gonflent leurs petites joues pour montrer à quel point elles sont contrariées, et Kaito, désespéré de les calmer, offre plus de cœurs pour satisfaire leur appétit insatiable. Kaito et ses petits serviteurs, aux côtés d'Eri et de son équipe, décident ensuite d'explorer le 9e étage ensemble, mais après une courte marche, Sylphie les alerte soudain de la présence d'un puissant monstre devant eux. Kaido commence immédiatement à paniquer, mais Eri et les autres suggèrent d'avancer et de considérer la fuite comme un dernier recours, ce à quoi tout le monde acquiesce. Quand ils atteignent la source de la menace, ils sont choqués de trouver une bête à 2 têtes que Luceria reconnaît instantanément comme un Orthros. L'apparition d'un monstre aussi puissant soulève de sérieuses inquiétudes, car il ne devrait pas rôder au 9e étage. Kaido suggère rapidement de passer au plan B, qui est de fuir, et tout le monde est d'accord, mais malheureusement, il est déjà trop tard car la bête les remarque et charge.
Sylphie invoque immédiatement son bouclier divin pour protéger tout le monde et de l'intérieur, Ikarin piège la créature dans des sables mouvants. Luceria enchaîne avec un brasier massif mais la bête le pare sans effort et riposte avec sa propre flamme terrifiante qui est déviée par la barrière impénétrable de Sylphie. Réfléchissant vite, Kaido ordonne alors à Luceria de cibler le ventre de l'Orthros avec son feu pendant qu'il le distrait, mais même après avoir exécuté le mouvement, la bête à 2 têtes ne fait que pousser un cri de douleur et l'attaque n'est pas suffisante pour causer de réels dégâts. Réalisant qu'ils auront besoin de plus de puissance de feu pour abattre ce monstre terrifiant, Kaido ordonne à tout le monde d'attaquer ensemble. Au signal, Sylphie invoque alors sa lance divine et frappe avec une puissante décharge d'électricité. Tandis que Luceria enchaîne avec une boule de feu massive, Eiri et Miku font pleuvoir les balles sur la bête et Kaido se joint à eux en la tranchant avec sa lame de glace conjurée. Toute l'équipe maintient la pression, déchaînant toutes leurs attaques et finalement, ils parviennent à abattre la créature. Alors que tout le monde célèbre leur travail d'équipe, Luceria s'inquiète, se demandant ce qui a pu attirer un Orthros au 8e étage. Soudain, Sylphie mentionne qu'elle peut encore sentir une présence puissante rôder dans l'ombre. À la surprise générale, un démon au visage mutilé émerge de l'obscurité, exigeant un combat. Après avoir raillé Kaido et l'équipe, les Toishairo, les traitant de bande de losers, le démon jure de leur faire mordre la poussière et de leur faire goûter ses poings. Sans hésitation, il attaque déchaînant une étrange énergie sombre, mais Sylphie réagit instantanément, levant son bouclier pour la bloquer. L'équipe passe immédiatement à l'offensive, frappant le démon tous en même temps, mais ils sont laissés sans voix quand leurs attaques combinées ne lui laissent pas une seule égratignure. Le démon contre-attaque alors en lançant son épée sombre sur Kaito, visant à lui donner une mort rapide. Mais quand Eri intervient et bloque l'attaque, il la projette contre le mur du donjon. Alors que le démon croise le fer avec Kaido, l'arme de Kaido prend le dessus et brise l'épée du démon, le choquant. Idubio. Enragé par cela, le démon lui assène un coup de poing écrasant qui envoie Kaito rouler sur le sol et quand les autres tentent avec colère une attaque de vengeance, ils sont soumis un par un comme des mouches tenaces. Voyant tous ses coéquipiers gisant impuissants sur le sol, Kaito réfléchit désespérément à des moyens d'abattre la menace démoniaque et c'est là qu'il se souvient d'une certaine capacité dans les statistiques de Luceria appelée la beauté de la gourmandise. Cette compétence amplifie temporairement le pouvoir de Luceria mais au coût dévastateur de la consommation des points de vie de Kaito. Sans autre issue, Kaito décide de l'utiliser et même si Luceria proteste, craignant qu'il ne meure, Kaido insiste pour qu'elle l'active. Luceria accepte finalement et alors qu'elle active la beauté de la gourmandise, elle dévore la santé de Kaido comme un ivrogne avalant sans pitié une bouteille de bière. En conséquence, Luceria retrouve ses pleins pouvoirs démoniaques et se transforme en sa véritable forme de méchante, surprenant Kaido et le laissant complètement stupéfait. Le démon cornu, également choqué par sa transformation, l'attaque immédiatement avec son énergie mystique sombre, mais Luceria encaisse le coup sans effort et lui rappelle qu'un démon de bas rang comme lui ne peut pas lui faire de mal. Luceria révèle qu'elle est un démon vicomte de haut rang et sans rien pour la retenir, elle déchire le démon inutile de l'intérieur en utilisant un violent tourbillon d'énergie infernale. Le démon cornu anéanti, Kaido, maintenant sur le point de perdre connaissance, supplie rapidement Luceria d'arrêter de drainer son énergie et de reprendre sa forme de sbire. Mais Luceria le taquine, disant qu'elle veut d'abord faire des galipettes. Cependant, voyant que le gars est dangereusement proche de s'évanouir, elle accepte finalement et reprend sa forme de sbire. Un peu plus tard, tout le monde se remet enfin et réalise qu'ils ont tous monté de niveau en équipe, ce qui les excite. Kaido suggère alors d'en rester là pour la journée, mais avant de partir, il ramasse le cœur vert géant laissé par le monstrueux Orthros et trouve également une carte de serviteur démon laissée par le démon cornu. Bien que Luceria proteste fortement contre l'utilisation de la carte par Kaito pour invoquer le démon de Baran, Kaito décide d'invoquer Belia, le diable cornu, espérant que cette fois il obtiendra un serviteur qui ne soit pas de la taille de Kevin Hart. Alors qu'il active la carte, un spectacle flashy de lumière stroboscopique magique apparaît puis disparaît instantanément, mais quand Kaito regarde autour de lui, il ne voit personne. Puis, comme d'habitude, il baisse les yeux et trouve un minuscule démon cornu lui jurant fidélité. La vue du monstre miniature fait immédiatement regretter sa décision à Kaito, qui aurait préféré vendre la carte. Quelques semaines plus tard, dans le donjon, Kaito décide de tester les pouvoirs de Belia et de voir de quoi le nain est capable, mais Belia admet que sans une arme appropriée, il est complètement inutile au combat. Kaido se souvient que c'est lui qui a cassé l'épée de Belia, alors pour se racheter, il lui donne sa tige de tungstène à utiliser comme arme. Belia n'est pas vraiment enchanté d'utiliser une tige émoussée, mais sans autre option, il l'accepte à contre-cœur comme un vrai chevalier démon. Armé de celle-ci, il attaque quelques malheureux gobelins à proximité et parvient à les vaincre. Tout le monde est impressionné par ses compétences de combat, sauf Luceria qui se moque de lui disant qu'il se bat pire qu'une princesse Disney.
Embarrassé, Belia lui rappelle que puisqu'il a été réduit à un niveau pathétique, son corps s'ajuste encore à la dégradation. Puis, dans une soudaine spirale émotionnelle, il supplie Kaido de ne pas l'abandonner pour son inutilité et promet de travailler dur pour devenir un chevalier digne du groupe. Kaido lui assure qu'il ne l'abandonnera pas et lui demande ensuite de voir une autre capacité qu'il possède, appelée Soin Obscur, qui peut non seulement guérir les blessures, mais aussi restaurer le mana et les points de vie. Cependant, avant cela, Kaido doit drainer ses points de vie actuels. Il fait donc des pompes et des squats, et après être complètement à plat, il demande à Belia de lui lancer Soin Obscur pour restaurer son énergie. Belia obéit, mais quand il essaie d'activer Soin Obscur, cela échoue à restaurer la santé de Kaido en raison de son faible niveau, mais cela parvient à guérir la blessure sur le bras de Kaido. Kaido est déçu car il avait toujours pensé pouvoir utiliser Soin Obscur pour contrer l'effet de la beauté de la gourmandise de Lucheria. Cependant, le fait que Belia puisse guérir les blessures le fait réaliser à Kaido qu'il pourrait en fait être utile à l'équipe, car cela signifie qu'ils n'auront plus à dépenser d'argent en potions de soins. Soudain, un golem de bronze apparaît de nulle part, et Kaido décide que c'est l'occasion parfaite pour tout le monde de tester leur capacité améliorée après avoir monté de niveau. Ikarin passe la première, et son ancienne capacité sable mouvant a maintenant évolué en une compétence de congélation de glace qui immobilise le golem. Eiri enchaîne et d'une seule tranche nette de sa lance brise le golem gelé en 2 morceaux. Quand d'autres golems émergent, Miku teste sa nouvelle capacité améliorée, Danse de la Vision, qui crée une illusion magique de fleurs épanouies, causant une distraction majeure, tandis que Snatch déchaîne ensuite des millions de pointes de son corps, portant le coup final. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans le donjon, il rencontre plus de gobelins, et cette fois, Kaido décide de tester le pouvoir amélioré de Sylphie, appelé le chant de la Valkyrie. Cette capacité ne peut être activée que par le chant, et quand Sylphie commence à chanter comme une chasseuse de démons K-pop, une aura angélique radieuse enveloppe toute l'équipe, boostant considérablement leur énergie. Grâce à cette amélioration de puissance, Kaido réalise que les gobelins attaquants lui semblent maintenant plus lents, ce qui lui permet de les trancher facilement. De plus, Luxeria et Belia, maintenant plus forts, combinent leur assaut sans effort et anéantissent le reste des gobelins. Belia sent toujours qu'il pourrait contribuer encore plus s'il avait une épée appropriée, et même si le reste de l'équipe essaie de le réconforter, il explique qu'en tant que chevalier, il peut mieux affûter ses compétences en maniant une épée. Alors, pour réaliser son souhait, Kaido lui en achète une à vitesse supersonique et Belia est émue aux larmes, submergée par la confiance de son maître en lui. Pour démontrer son efficacité avec l'épée, Belia attaque un groupe de gobelins moches et, sans transpirer, les élimine complètement, laissant tout le monde sans voix. Kaito demande alors si Belia peut l'entraîner à l'escrime, admettant qu'il est pratiquement inutile dans un combat à l'épée, et Belia, submergée par la demande de son maître, accepte immédiatement. Belia suggère de commencer l'entraînement tout de suite, mais Kaido refuse, expliquant qu'il doit rentrer tôt ce jour-là. Sylphie et Lucheria soupçonnent immédiatement qu'Eiri et ses amis sont la raison pour laquelle leur maître simple quitte le donjon si tôt, et comme par hasard, Eiri l'interrompt, rappelant à Kaido qu'ils avaient convenu d'étudier chez elle le lendemain. Cela fait Sylphie et Lucheria bouder de jalousie, mais Kaito promet à la hâte de passer du temps avec elle pendant le week-end. L'après-midi suivant, Kaito, Haruka, Shinji et Hayato arrivent chez Eiri pour étudier et sont émerveillés par l'immensité de son portail d'entrée. Peu après, quand Miku et Ikarin arrivent dans leur voiture de bébé Nepo, les filles reçoivent un traitement de princesse et sont conduites à la maison principale en voiturette de golf, tandis que Kaido et ses garçons sont forcés de parcourir toute la distance comme entraînement pour renforcer leurs abdos. Quand les filles atteignent la maison principale, elles rencontrent Eiri qui les attendait. La famille d'Eiri dirige le dojo depuis des années, donc tout y est conçu pour une sorte d'entraînement. Il y a même une cascade destinée à calmer l'esprit et une cour massive construite pour renforcer le corps. Après leur avoir fait visiter sa maison, les gars arrivent. Alors Eiri les emmène tous à l'intérieur du dojo pour commencer l'étude, mais être assis si près les uns des autres fait monter leurs hormones coquines en flèche. Alors, avant qu'ils ne transforment la séance d'étude en orgie, Eiri propose immédiatement qu'ils aillent tous se rafraîchir à la cascade. Kaido objecte immédiatement car il est allergique à l'eau, mais comme tout le monde est d'accord, il n'a pas d'autre choix que de suivre. Quand ils arrivent à la cascade, les filles entrent les premières, et après avoir fini de rafraîchir leur minou fumant, les garçons entrent à leur tour pour presque geler tellement l'eau est froide. Plus tard, cette nuit-là, les filles remercient avec enthousiasme Eiri de les avoir invités dans sa baraque, tandis que Kaido et ses gars, les observant de côté, sont choqués par la complicité que les filles ont développée. Ce week-end-là, les adolescents se regroupent à nouveau dans le donjon, et alors qu'ils s'enfoncent plus profondément dans le 9e étage, Sylphie les alerte de la présence de monstres armés à proximité. Kaido ordonne immédiatement à Sylphie d'utiliser ses pouvoirs du chant de la Valkyrie, et tandis que Sylphie chante, cela enflamme la force de l'équipe. Utilisant la magie de glace, Ikarin parvient à geler les monstres sur place, tandis que le reste de l'équipe les défait sans effort en utilisant leur capacité améliorée combinée.
Kaido est émerveillé par la facilité avec laquelle l'équipe peut maintenant gérer les créatures du 9e étage, alors il suggère d'avancer vers le 10e étage. Cependant, juste au moment où ils entrent, Hikarin serre soudain sa poitrine de douleur alors qu'une vive poussée la submerge de la surutilisation de ses pouvoirs, et elle s'effondre du sang coulant de sa bouche. Quelques heures plus tard, Hikarin gît inconsciente à l'hôpital, recevant des soins, tandis que Miku, Kaito et Eiri attendent anxieusement à ses côtés. Quand Eiri suggère de partir et de laisser Hikarin se reposer, Miku s'emporte, insistant pour rester, surprenant Kaito et Eiri par son éclat soudain. Voyant à quel point Miku est agitée par l'état d'Hikarin, Kaito tente de la rassurer, suggérant qu'une potion de soins haut de gamme devrait suffire à arranger ça. Mais Miku réplique avec colère, expliquant que la maladie d'Hikarin n'est pas quelque chose qu'une potion de soins peut guérir. Quand Eiri demande si Miku sait ce qui ne va pas vraiment avec Hikarin, Miku se tait et soudain les parents d'Hikarin se précipitent dans la pièce, clairement inquiètes pour leur fille. Après avoir appris que Kaito et Eiri sont les amis d'Hikarin, le père d'Hikarin se présente poliment et commence ensuite à jacasser sur la fréquence à laquelle Hikarin leur racontait à quel point elle s'amusait au parc avec ses amis. Mais en entendant cela, Miku est submergée par les souvenirs d'Hikarin, puis elle éclate soudainement en sanglots et quitte la pièce. Alors, Kaito et Eiri la suivent rapidement. Quand ils sortent de l'hôpital, ils trouvent Miku assise tranquillement par terre comme une moniale au cœur brisé, et après un long silence, elle décide enfin de raconter comment elle et Hikarin se sont rencontrés. Miku était une nerd solitaire dont le passe-temps favori était d'écraser des losers inutiles aux jeux de cartes. Elle était connue comme la championne incontestée des decks, mais un jour, Hikarin s'est approchée d'elle et a audacieusement déclaré qu'elle voulait la défier. Miku fut surprise de voir à quel point Hikarin avait l'air innocente et stupide, mais quand Hikarin sortit ses decks, Miku fut stupéfaite de voir que c'était exactement comme le sien. Le deck de Miku est cher, rempli de cartes rares que seuls les collectionneurs riches peuvent généralement se permettre, et voir Hikarin avec le même genre de deck l'a fait se demander si elle vient aussi d'une famille riche. Ce fut un match féroce, et comparé au style de jeu agressif de Miku, Hikarin adopta un style plus prudent et défensif, mais à la fin, Miku réussit de justesse à gagner. Acceptant sa défaite, Hikarin confessa qu'elle avait toujours été une fan de Miku. Elle admit qu'elle l'admirait et ne voulait rien de plus que de jouer aux cartes aussi habilement qu'elle. Miku fut profondément touchée par la confession d'Hikarin et promit de l'aider à construire le deck parfait qui conviendrait à son style. Alors, à partir de ce moment-là, Miku a aidé Hikarin à construire un deck et leur lien s'est renforcé jusqu'à ce qu'elles deviennent comme des sœurs. Miku a enseigné à Hikarin tout ce qu'elle savait sur les batailles de cartes et ensemble, elles ont remporté la compétition nationale de cartes. Mais quelque chose de tragique s'est produit le jour de la compétition. En soulevant le trophée d'or, Hikarin s'est soudainement effondrée, et après avoir été transportée d'urgence à l'hôpital, Miku a appris des parents d'Hikarin que son ami souffrait d'une maladie en phase terminale. Quand Kaido demande de quel genre de maladie il s'agit, Miku hésite à répondre. Alors Eiri fait un signe doux à Kaido de ne pas la presser. Juste à ce moment-là, le père d'Hikarin sort et dit qu'il est prêt à expliquer. Il révèle qu'Hikarin souffre d'une condition qui conduit progressivement à une défaillance organique totale. Il n'y a pas de remède médical et selon les médecins, si elle s'effondre à nouveau, elle pourrait ne pas vivre une autre année. Eiri est choquée d'entendre cela, d'autant plus qu'Hikarin a toujours été si joyeuse, mais Miku, retenant sa colère et sa douleur, explique qu'Hikarin prend des médicaments pour supprimer les symptômes. Soudain, Eiri mentionne leurs aventures dans le donjon, ce qui surprend le père d'Hikarin car il avait toujours cru qu'elle traînait simplement au parc. Pourtant, au lieu de réagir avec colère, l'homme reste inopinément calme. Kaito, d'autre part, est curieux de savoir pourquoi Hikarin risquerait d'entrer dans le donjon malgré sa condition. Miku explique alors que c'est à cause d'un élixir miracle dont elle a entendu parler il y a des années, réputé pour guérir toute maladie, et qui serait caché quelque part dans le donjon. Quand Miku a découvert pour la première fois la légende de ce puissant élixir, elle a décidé de le chercher seule. Mais quand Hikarin a découvert l'élixir et le plan de Miku de s'aventurer dans le donjon, elle a insisté pour l'accompagner. Quand Miku a essayé de l'arrêter, Hikarin a refusé obstinément, expliquant qu'elle ne le cherchait pas seulement pour se guérir, mais aussi pour devenir une source d'espoir pour les millions de personnes souffrant de la même maladie. Devant tant de détermination, Miku finit par céder et la laisse rejoindre l'équipe. Elle s'excuse ensuite d'avoir tout caché à Eiri qui, en retour, lui promet de l'aider à chercher l'élixir. Kaito se joint à eux, super motivé à trouver l'élixir. Ils décident tous d'explorer le 10e étage du donjon le lendemain. Arrivés sur place, ils découvrent un désert brûlant où la chaleur est telle qu'on pourrait y faire griller un steak en un clin d'œil. Soudain, des chameaux enragés les attaquent. Après les avoir vaincus, Kaido, pris au dépourvu, est piégé par un ver des sables sournois surgissant du sable. Il suffoque, mais Miku le sauve juste à temps en distrayant la bête avec sa fleur d'illusion, et Belia n'hésite pas une seconde à achever le monstre.
Malgré tout, leur exploration du donjon ce jour-là s'avère infructueuse. Pas de traces de l'élixir, ils décident donc d'arrêter là pour la journée. En rentrant, Kaito reçoit soudain un appel de Haruka qui s'inquiète de l'état de Hakuren. Mais alors qu'il lui parle, un souvenir d'enfance refait surface de manière inattendue. Il se revoit, enfant, tombant sur Haruka en larmes, bouleversé par la décision de son père d'entrer dans le donjon. Son père lui avait doucement expliqué que quelqu'un devait explorer le donjon pour en percer les secrets et la vraie nature, et qu'il voulait être ce héros. Ce souvenir ravive une détermination féroce chez Kaito qui décide alors de trouver l'élixir, quoi qu'il en coûte. Ce même jour, il retourne seul au 10e étage du donjon, mais presque aussitôt, lui et ses serviteurs sont pris en embuscade par une étrange créature de sable surgissant du sol désertique. Après avoir vaincu le monstre, Kaido rentre chez lui tard, complètement épuisé. Il a fait la grasse matinée cette nuit-là, et le lendemain matin, il arrive en retard en classe et se fait réprimander par le professeur. Après les cours, Shinji et Hayato remarquent à quel point Kaido a l'air stressé et lui demandent s'il va bien, mais Kaido balaye leurs inquiétudes, affirmant que ce n'est que de la fatigue et qu'il est en pleine forme. En marchant, Kaido leur dit qu'il retourne au donjon ce jour-là pour continuer à chercher l'élixir. Un instant, Hayato envisage de l'accompagner, mais Shinji lui rappelle qu'ils sont plus faibles qu'une moule asthmatique et ne seraient qu'un fardeau inutile pour Kaido. Au lieu de ça, il décide de rendre visite à Hakarin à l'hôpital où il joue aux cartes avec elle pour lui remonter le moral. Mais Hakarin finit toujours par les mettre minables, comme les losers qu'ils sont. Au moment de partir, Hikarin leur demande de remercier Haruka pour le panier de fruits qu'elle a envoyé, mais fait ensuite remarquer que Haruka est la seule de ses amies à ne pas encore lui avoir rendu visite à l'hôpital. Shinji et Hayato tentent immédiatement de trouver des excuses pour la réticence de Haruka à venir, mais Hakarin soupçonne que c'est parce que Haruka est lié au célèbre héros et capitaine Katsuragi. Quand Shinji essaie de nier, Hikarin révèle qu'elle a lu des choses sur le capitaine Katsuragi et découvert que lui et Haruka partagent le même nom de famille. Réalisant qu'il ne peut plus mentir, Shinji admet finalement que le capitaine Katsuragi est bien le père de Haruka. Selon le journal du donjon, le capitaine Katsuragi fut le premier capitaine de l'escouade d'exploration du donjon. Mais après avoir signalé qu'il avait atteint le 41e étage, il a disparu et personne n'a eu de ses nouvelles depuis. Hikarin pense que c'est la raison pour laquelle Haruka déteste tant le donjon. Elle jure que dès qu'elle ira mieux, elle atteindra elle-même le 41e étage, trouvera le capitaine Katsuragi et fera en sorte que Haruka puisse explorer le donjon avec eux un jour. Pendant ce temps, au 10e étage du donjon, l'équipe affronte un monstre ressemblant à un lion de feu connu sous le nom de Sphinx. Alors que Sylphie commence à chanter, Kaido et les autres reçoivent une énorme poussée d'énergie. Avec cette force améliorée, ils lancent un assaut féroce, mais le Sphinx refuse de subir des dégâts significatifs. Soudain, la bête charge vers Sylphie, la reconnaissant comme la source de la force accrue de l'équipe, mais Miku intervient immédiatement, la distrayant avec sa danse florale illusoire, tandis qu'Eiri lui porte un coup décisif. Chaque membre de l'équipe attaque en même temps et pour compléter leur puissant assaut combiné, Kaido glisse sous le monstre et enfonce sa lame dans son estomac, le détruisant complètement. Alors que la bête disparaît, tout le monde monte de niveau, sauf le club des petites tailles, ce qui fait piquer une crise à Lucheria. Mais juste à l'endroit où le Sphinx a disparu, Sylphie alerte tout le monde sur la présence d'un gigantesque noyau bleu au lieu d'un élixir. Après que Kaido ait ramassé le noyau, il retourne voir la réceptionniste qui les félicite pour tout le travail acharné qu'ils ont accompli en équipe, puis elle les informe que le noyau bleu vaut 4 millions de dollars. Quand elle demande si elle doit partager les gains entre 3 d'entre eux, Kaido refuse, insistant pour qu'elle les divise en 4 afin d'inclure Akari, qui est aussi membre de leur équipe. Ce geste de bon samaritain surprend Eiri et Miku. Plus tard cette nuit-là, désespéré de découvrir l'emplacement exact de l'élixir, Kaido regarde des vidéos YouTube sur le donjon et les découvertes d'objets rares. C'est là qu'il apprend que la clé pour trouver des objets rares est de s'aventurer plus profondément dans le donjon. Le lendemain, après l'école, Kaido se précipite immédiatement au donjon, mais Shinji et Hayato, accompagnés de Haruto, l'arrêtent et lui suggère plutôt de prendre un jour de congé. Shinji se plaint que Kaido se surmène trop et Haruka, soutenant les garçons, conseille à Kaido d'écouter ses amis. Mais Kaido refuse obstinément et s'enfuit quand même vers le donjon. En arrivant, il tente d'entrer au 12e étage, mais quand il trébuche dans les escaliers et tombe, ses micro-serviteurs lui conseillent de prendre un jour de congé et de se reposer, car il a l'air pâle. Désespéré de trouver l'élixir, Kaido ignore leur avertissement et insiste pour qu'il continue plus profondément dans le 12e étage. Quand ils arrivent enfin à l'intérieur, ils réalisent que toute la zone est couverte de glace et qu'il y fait plus froid qu'au pôle Nord. À faire geler un pingouin, soudain, Sylphie sent quelque chose de sinistre rôder dans l'obscurité, alors Kaido suggère immédiatement de battre en retraite. Cependant, avant qu'il ne puisse, le sol commence à trembler et des ombres, une énorme estampide de taureaux enragés charge vers eux. Sylphie invoque immédiatement son bouclier divin pour les protéger et alors qu'il court vers la sortie, Kaido réalise que les taureaux se rapprochent, ne leur laissant d'autre choix que de se battre.
Lusiria lance alors une puissante explosion de feu sur les taureaux, mais comme il continue de charger à pleine vitesse, le reste de l'équipe se joint à l'assaut complet, abattant les bêtes une par une. Alors que leur noyau tombe au sol, Sylphie et Luceria montent de niveau, mais soudain, un taureau enragé percute Kaido et l'instant d'après, il est emporté dans l'estampide, ballotté comme un joueur de rugby jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Désespérés de sauver leur maître du taureau féroce, Sylphie et Luceria combinent leurs pouvoirs et déchaînent une explosion cataclysmique qui anéantit toute la horde tandis que Belia tente d'utiliser son sort de guérison soin obscur sur Kaido. Cependant, quand cela n'a aucun effet, Sylphie prend une gorgée d'une potion de guérison puis embrasse les lèvres de son maître inconscient. Elle envoie le liquide curatif directement dans son système, mais pas sans un mélange de son jus spécial. Se sentant jalouse et éclipsée, Lusaria prend aussi une gorgée de la potion, et pendant des heures, ces créatures étranges se relaient pour étouffer les lèvres de leur maître jusqu'à ce qu'elles ramènent enfin le jeune homme innocent du royaume des morts, à bout de souffle. Kaido reprend enfin partiellement conscience, seulement pour se retrouver à fixer un médecin au faciès ingrat tentant de poursuivre le traitement bouche à bouche. Mais juste à ce moment-là, Miku et Eiri débarquent en trombe dans la chambre d'hôpital, folles d'inquiétude pour lui. Quand elles apprennent qu'il a failli se faire écraser par une estampide, leur inquiétude s'intensifie. Elles décident de le raccompagner chez lui cette nuit-là pour s'assurer qu'il est en sécurité, mais Kaido lâche soudain les filles et s'enfuit mort de honte. Une fois rentré, Kaido brûle tous les articles sur le capitaine Katsuragi qu'il avait gardé pendant des années. Puis il va voir Haruka et la supplie de lui pardonner d'avoir été si têtue et d'avoir refusé de l'écouter. Il s'excuse de n'avoir jamais considéré ce qu'elle ressentait à propos de ses escapades dans le donjon jusqu'à présent. Quand Haruka lui demande ce qui lui est arrivé, Kaido admet que frôler la mort cette nuit-là l'a véritablement terrifiée et lui a fait réaliser qu'elle avait eu raison depuis le début. Il dit que tout ce qu'il a toujours voulu, c'était devenir un héros comme son père, qui a mené la première expédition du donjon et a été salué pour ses efforts. Pourtant, même après tout ce que son père a fait, les gens l'ont dénigré, et le petit Kaito a vu Haruka pleurer chaque jour à cause des attaques que son père a subies. Cela faisait souffrir Kaito, et bien qu'il se sente impuissant face à eux, il décida alors qu'il leur prouverait qu'ils avaient tort et ferait ce que son père n'avait pas réussi à faire, percer les secrets du donjon et devenir un véritable héros. Pendant 2 ans, il est resté au premier étage, farmant des slimes comme un figurant, croyant que c'était la seule façon d'honorer l'héritage du capitaine Katsuragi. Cependant, voir à quel point l'absence de son père affectait Haruka lui a fait réaliser qu'il ne devait plus suivre cette même voie. Le cœur lourd, Kaido s'excuse de l'avoir inquiété et promet qu'il ne retournera plus jamais au donjon. Cependant, après avoir écouté Kaido s'effondrer émotionnellement, Haruka le choque en lui disant qu'il a tort. Elle explique que si elle était d'abord contrariée qu'il entre dans le donjon, elle ne ressent plus cela car elle comprend maintenant qu'il le fait pour Icarine. Elle lui dit que son père a dit un jour que le vrai sens d'un héros est quelqu'un qui endure la solitude, l'incertitude, le danger et se sacrifie pour les autres, et maintenant elle comprend ce qu'il voulait dire. Avec une lueur excitée dans les yeux, Haruka assure à Kaido qu'il n'est pas un bon à rien inutile, mais un héros, et même si elle est terrifiée chaque fois qu'il entre dans le donjon, elle ne veut plus l'arrêter, car elle sait qu'il choisit de se sacrifier pour aider Icarine. Kaito est soulagé d'entendre cela, mais il admet qu'il n'a toujours aucune idée de comment obtenir l'élixir ni quel monstre pourrait le laisser tomber. Haruka lui conseille alors de ne pas se surmener et de se concentrer uniquement sur ce qui est en son pouvoir de contrôler. En entendant cela, les 2 neurones de Kaido se connectent enfin et une idée brillante envahit soudain ses pensées. Il remercie Haruka de l'avoir inspiré, mais avant qu'il ne parte, Haruka lui dit de rester prudent dans le donjon. Le lendemain, Kaido rassemble toute l'équipe et les ramène là où son voyage a commencé, au premier étage. Il explique qu'ils vont farmer des slimes, convaincus que c'est le moyen le plus rapide d'obtenir l'élixir. Alors que les autres le regardent comme s'il avait perdu la tête, Kaido leur rappelle que c'est au premier étage qu'il a débloqué Sylphie, Lusiria et la lame magique qu'il manie maintenant. Sylphie soutient Kaido, expliquant que, selon la loi de causalité, tout arrive pour une raison. Quand Kaido est trop lent à comprendre ce qu'elle essaie de dire, Sylphie explique plus en détail que le présent existe pour qu'il puisse faire ce qui doit être fait. Maintenant convaincus, ils décident tous de faire confiance à Kaido, et après s'être donné la main pour renforcer l'esprit d'équipe, ils se lancent tête baissée dans le farming acharné de slime. Alors que Kaido élimine les slimes avec son spray anti-insectes, Eiri les tranche, Miku utilise son pistolet mana pour nettoyer, tandis que Sylphie, Luceria et Belia achèvent le reste. Peu après, Shinji et Hayato décident enfin d'arrêter de se tripoter la saucisse devant les vidéos de Johnny Sin pendant un moment et rejoignent l'équipe à mi-chemin de la chasse aux slimes pour aider. Alors, travaillant ensemble, ils parviennent à vaincre plusieurs slimes. Une fois terminé, Kaido nourrit les cœurs de mana de ses déesses, tandis qu'Eiri est déçu qu'aucun slime n'ait laissé tomber d'objets rares.
Cependant, il se remonte le moral en parlant de Noël et en planifiant même d'organiser une fête de Noël à l'intérieur du donjon. Kaido suggère aussi de célébrer avec Hikarin, ce qui touche Miku. Mais alors qu'ils continuent de discuter, Sylphie détecte soudain une énergie rare et quand ils en localisent la source, ils sont stupéfaits de découvrir un slime aux couleurs de l'arc-en-ciel. Déterminé à ne pas le laisser s'échapper, Kaido ordonne à l'équipe de procéder avec prudence et de l'encercler. Tout le monde est d'accord et alors qu'ils se rapprochent, Sylphie et Luceria lancent l'offensive, combinant leurs énergies pour frapper le slime avec une explosion massive. Cependant, la bête colorée esquive l'attaque et tente de fuir, mais l'équipe resserre le cercle, se rapprochant lentement jusqu'à ce qu'ils le vainquent enfin. Des heures plus tard, Eiri et Miku débarquent soudain à l'hôpital et sortent délicatement Hikarin, toujours alité des lieux, pour l'emmener directement dans le donjon. À leur arrivée, Kaito tend à Hikarin une carte de serviteur rare tombée du slime arc-en-ciel qu'ils ont vaincu. Cette carte appartient à une reine des fées nommée Titania, une servante de type guérisseur, très probablement capable de soigner la maladie de Hikarin. Kaido veut que Hikarin l'invoque et devienne sa maîtresse, et tout le monde est d'accord. Rempli de gratitude, Hikarin invoque Titania, et en un instant, une explosion de lumière rose éclatante inonde tout l'espace. Quand la lumière s'estompe, une petite fée aux cheveux et aux yeux roses apparaît, se présentant comme Titania. Kaido demande immédiatement si elle peut guérir sa nouvelle maîtresse. Après avoir examiné Hikarin, Titania secoue la tête avec regret, expliquant qu'elle n'est encore qu'au niveau 1, ce qui signifie qu'elle ne peut pas complètement guérir sa maladie. Quand Luceria demande avec colère si Titania ne peut vraiment rien faire pour aider Hikarin, Titania explique tristement qu'elle est trop faible dans son état actuel. Tout le monde est déçu, mais Eiri, ayant une idée lumineuse, suggère que Titania guérisse Hikarin autant qu'elle le peut actuellement, et son idée brillante redonne espoir à tout le monde. Titania accepte et alors qu'elle joint ses mains à celles d'Hikarin, elle lance un sort de guérison qui provoque une lueur radieuse l'envahissant de l'intérieur. Et dans la seconde qui suit, la santé d'Hikarin est partiellement restaurée, suffisamment pour qu'elle puisse se tenir debout et marcher seule à nouveau. Miku est folle de joie de voir son ami marcher à nouveau et Hikarin remercie sincèrement toute l'équipe d'être devenus ses héros. Plus tard cette nuit-là, Kaido partage tout ce qui s'est passé dans le donjon avec Haruka. Il explique que la guérison de Titania ne durera qu'un an. Pendant ce temps, ils doivent trouver un moyen de la faire monter de niveau afin qu'elle puisse éventuellement utiliser un puissant sort de guérison capable de soigner Hikarin définitivement. Cela signifie que Kaido devra toujours fréquenter le donjon et Haruka lui dit que ça lui va tant qu'il est prudent. Cette nuit-là, Kaito essaie de confesser ses sentiments à Haruka, mais le dieu de l'anime n'est décidément pas de son côté, car juste au moment où il s'apprête à parler, la mère de Haruka les interrompt, gâchant le moment. Le jour du nouvel an, Kaito et Haruka visitent un sanctuaire pour prier. Après avoir prié, Haruka demande à Kaito ce qu'il a souhaité. Kaito lui dit qu'il a prié pour explorer le donjon en toute sécurité l'année à venir, ce qui énerve Haruka car elle s'attendait à ce que l'idiot souhaite plutôt se glisser dans sa culotte. Si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette prochaine vidéo.